Oh, le bel enfant. Il est venu au monde en 2020. Je me demande bien quelle sera sa vie. Alors, comme un grand-père, racontons-lui, à ma manière, ce qu'il s'est passé avant sa naissance. Tout se passe comme s'il y avait une lumière qui éclaire tour à tour un pays. Avant tout, il y a l'Égypte ancienne, premier pays civilisé où les hommes et les femmes ont les mêmes droits. On ne sait même pas quand ou comment cela a commencé. Ce qui est certain, c'est que les pyramides sont toujours là, construites par les hommes libres. Oui, il n'y avait pas d'esclaves alors en Égypte. Les femmes étaient les égales juridiques des hommes, cette répétition est voulue. Le droit est écrit et l'amour se voit dans toutes les statues. Littérature, architecture, sculpture, orfèvrerie, mobilier, tout ce que vous voyez là, a près de 4000 ans. Mais chaque civilisation naît et passe le flambeau à une autre et c'est au tour de la Grèce de rayonner. Là, il y a des esclaves. Phidias était allé s'instruire en Égypte, Ésope était né en Égypte, mais ce qu'ils ont fait est grec et éblouissant. Sculpture, architecture, littérature, théâtre, avec Échille, Euripide et Sophocle. Pendant ce temps, l'Égypte conquise par Alexandre le Grand reste de culture égyptienne. Et Cléopâtre, qui est grecque, est la dernière reine d'Égypte, car arrive Rome, dont c'est le tour de conquérir le monde. Prolongeant la culture grecque, les Romains vont créer des édifices monumentaux, intellectuels aussi. Les Plutarque et sa vie parallèle des hommes illustres. Il reste peu de choses des tableaux romains. Pline l'Ancien se plaint des restaurations de l'époque. Mais en voyant ce qu'il reste des fresques, ne peut-on pas être admiratif devant leur intemporalité? Tout ce qui est beau n'a pas la marque du temps. Fin de Rome, dont le flambeau brillera encore pendant 1000 ans en Orient, car au moment de la fin de Rome, l'empereur Justinien construit Sainte-Sophie à Constantinople. Et nous, en France, nous avons reçu l'héritage de la culture romaine. Moyen-Âge, période troublée. Mais quand on voit le talisman de Charlemagne, on imagine la beauté de ce qu'il existait alors. Nos grands-pères à Paris ont construit des merveilles. La Sainte-Chapelle, qui a l'air de n'avoir que des vitraux. Notre-Dame, mais aussi des objets miraculeusement beaux, comme cette œuvre née à Paris en 1400. Et Rome renaît, Antonello de Messine, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Mais ici à Paris, François Clouet, Jean Goujon, Germain Pillon, et Ronsard, et François Villon. Et voici la chambre de la duchesse d'Étampes à Fontainebleau, voulée aussi par François Ier. Le raffinement continue. Voyez comment s'habille Henri III. Cela pourra servir de modèle pour les costumés de films historiques. Le flambeau passe donc à la France, et les esclaves de Michel-Ange qui étaient chez les Montmorency passent chez le cardinal de Richelieu qui fait construire le palais cardinal et les place dans son jardin. Philippe de Champaigne, Corneille, Racine, et naissent en 1621, Jean de La Fontaine, 22 Molière et 23 Pascal. La France a beaucoup de chance et on construit l'Institut. Et c'est le grand siècle de la France qui s'annonce, avec le plus beau château du monde et qui sera l'aune de tous les châteaux futurs, Versailles, où le raffinement l'emporte sur tout. La galerie des Glaces est la plus fameuse galerie du monde et cela dès sa construction. Les meubles sont des œuvres d'art. La commode pour la chambre du roi au Grand Trianon. Les collections de pierres du roi et du dauphin sont les plus belles du monde. Quand, sous Louis le Grand, Louis XIV, Goldoni, roi italien du théâtre, arrive à Paris, il est admiratif devant le Louvre. Pas rancunier, car le projet de l'Italien Bernini avait été refusé pour un projet français jugé plus classique. N'est-ce pas que Louis XIV avait raison? Goldoni est admiratif devant le Louvre, mais il est soufflé quand il arrive à Versailles. Quel château plus beau que tout! Puis en voyant le Grand Trianon, il n'en revient pas. Mais ce que préfère cet Italien, c'est Marly. Et à Paris, Louis XIV fait aussi des merveilles. Invalides, place Vendôme, le Val-de-Grâce et Versailles.
Versailles, tout ce qu'il y a de mieux dans tous les domaines se trouve à Versailles. Art, théâtre, peinture, sculpture, musique, science, et une élégance telle que le français est alors la langue du monde. On disait alors que l'homme bien élevé c'est le français, pourvu que ça dure. Règne de Louis XV. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, d'Alembert, Beaumarchais, Fragonard, Boucher, impossible de les citer tous. Et l'Acropole français, le Petit Trianon, mais aussi la place de la Concorde, la Monnaie, le futur Panthéon, l'étoile militaire. Napoléon, l'Arc de Triomphe, où sont marqués Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram, Ulm, Eylau, Essling, Marengo, Arcole, Rivoli, la bataille des Pyramides, Victor Hugo, Balzac, Lamartine, Musset, le merveilleux Offenbach. Dumas, avec Sarah Bernard et Lucien Guitry, et les impressionnistes Monet, Renoir, Pissarro, Cézanne, qui eux aussi, en venant au monde, sont venus au monde entier, pour reprendre la belle expression de Sacha Guitry. Sais-tu pourquoi on dit Sacha? Son premier prénom est Alexandre, et Georges est le troisième. Son premier prénom Alexandre lui vient de son parrain, le tsar Alexandre III, et comme Sacha Guitry est né à Saint-Pétersbourg, bien sûr, dès sa naissance, il a eu ce diminutif, Sacha. Comme écrivait Jean de La Fontaine dans son épitaphe à Molière, « Malgré tous nos efforts, pour un long temps, selon toute apparence, Terence et Plaute et Molière sont morts. » Oui, il faut penser à tout ce qui a disparu, à tous ceux qui ont disparu mais qui sont encore là, par leur pensée, leur esprit. Matériellement, beaucoup de choses ont disparu. Rien qu'à Paris ou autour de Paris, le château neuf de Saint-Germain-en-Laye, le château de Saint-Cloud, Meudon, Choisy, les Tuileries, la Muette, Bellevue, ce que nous voyons, c'est ce qui a résisté au temps. Et quand je regarde la Joconde, je pense aux yeux de Léonard la peignant, à ceux de François Ier la plaçant dans sa salle de bain et à ceux de Louis XIV la voulant à Versailles, et Napoléon la voulant aux Tuileries. Austerlitz. Le grand-père de mon grand-père avait 2 ans. Tu vois, petit enfant qui vient de naître, tout n'est qu'une question de temps. Je suis aujourd'hui ton grand-père, mais mon grand-père est né en 1887 et le sien en 1803. Et c'est à toi de préparer à la France un futur magnifique.